Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. On va pouvoir commencer le webinaire. Rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est de présenter très rapidement WeNetwork et surtout le CSF derrière qui est à l'origine de tout ça. Un WeNetwork, tout ce qui nous rassemble, en fait, c'est la transformation digitale. Donc, on croit tous chez WeNetwork que la transformation digitale, c'est l'avenir de l'industrie. On est un modèle associatif avec des adhérents principaux qui sont soit porteurs de projets IoT, donc des startups ou des PME. Pour ça, on les accompagne en fait sur les conceptions, l'industrialisation de leurs produits. Et puis, on a une bonne part de nos adhérents qui sont industriels, principalement assemblage de cartes électroniques. Et eux, en fait, on les accompagne plutôt sur leur process et la digitalisation de leur process. Ce qui est intéressant en fait pour eux d'avoir une structure comme ça, c'est qu'on est tiers de confiance, on n'a aucun intérêt financier en fait à pousser des solutions techniques. On est vraiment là, voilà, en tant que tiers de confiance. Euh, donc on est centre de ressources technologiques, électroniques IoT, ce qui garantit aussi l'indépendance vis-à-vis de nos partenaires. Et on a, pour accompagner ces industriels et ces porteurs de projets, en fait, 4 moyens pour le faire, donc, qui sont de l'expertise, que ce soit électrique, mécanique, mais aussi Lean, ERP, des outils de gestion de production aussi, de la cobotique. Voilà, donc un petit panel d'expertise. Une expérimente, c'est une ligne d'assemblage opérationnelle, une ligne d'assemblage de CMS. On a aussi un espace maker qui est à disposition complète des adhérents avec du standard imprimante 3D, des découpes laser et tout un tas de choses pour concevoir des cartes électroniques et de la mécanique. On est centre de formation certificat LEPI avec à la fois des formateurs internes et puis des partenariats avec des formations de soit acculturation ou alors plus technique. Là, par exemple, ce qui arrive prochainement, c'est formation IoT du capteur au cloud, formation sur des protocoles de communication, formation autour des COBO ou de la sécurité des logiciels embarqués. Et puis, on a aussi tout un panel d'activités qui vise à mettre en relation les labos et les industriels, donc faire dialoguer ensemble sur des projets communs des chercheurs et des makers. Voilà pour WeNetwork. Donc, ce qui rassemble aujourd'hui, en fait, c'est un projet du CSF. Donc, la filière électronique est reconnue depuis 2018 comme stratégique. Vous le savez sans doute. Dans les 6 axes que la filière, en fait, que le CSF pousse, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'industrie du futur. Voilà, avec une priorité, donc d'accélérer la transformation de la filière vers le 4.0. Pour ça, il y a 2 sous-groupes qui sont créés. Il y a un sous-groupe qui est plus sur la task force environnementale. Et puis celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'optimisation de la supply chain. Pour lancer ce groupe-là, on a lancé en juin 2020, donc ça remonte à 2 ans maintenant, une enquête qu'on avait diffusée en fait via des partenaires, qu'on avait inondé en fait la filière électronique. Et ce qui est remonté de cette enquête-là, en fait, c'est que la majorité des sondés ont besoin de guides d'implémentation et de partage de bonnes pratiques pour mettre en place les échanges numériques. Et les PME et TPE ont aussi besoin de support. Et donc pour ça, en fait, ce qu'on a lancé, c'est à la fois une task force que Laurent a pilotée pour mettre en place des moyens de communication digitaux et puis d'abord étudier en fait le standard, l'état de l'art, en fait, ce qui existe, ce que font les grands groupes, ce que font les PME. Est-ce que c'est plutôt des échanges de mails, de PDF, d'Excel, de l'EDI, de l'API, enfin, tout ça a été étudié. Et puis, le but de la task force derrière, c'est de dire vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour concrètement aider les PME à aller vers de la digitalisation. Et en parallèle de ça, en fait, on a lancé 4 webinaires, une série de 4 webinaires, dont le dernier est aujourd'hui, justement, autour de ces échanges-là. Le premier webinaire, c'était plutôt sur la pandémie, situation de crise, on était en plein Covid. On a parlé des enjeux et opportunités globales de digitaliser les échanges. Avec derrière, on a parlé en fait de tout ce qui était quel rétex, quel gain on avait à digitaliser. Est-ce que derrière, ça créait
quel métier, en fait, quel nouveau métier on était en train de créer, à digitaliser, et est-ce qu'il y avait des risques à dépasser. Le webinaire 2, on a fait une cartographie des échanges, donc EDI, principalement EDI API en fait. Qu'est-ce qui fait qu'utilisent aujourd'hui les industriels avec des retours d'expérience en fait de ceux qui avaient déjà franchi, enfin, passé un premier pas, fait un premier pas pour se digitaliser. On a fait un troisième webinaire ensuite, très axé EDI API. Pourquoi on utilise l'EDI, pourquoi on utilise l'API dans la filière électronique? Est-ce qu'il y a des prérequis? Où est-ce qu'on est au niveau des standards? Voilà, donc on avait fait un webinaire vraiment très axé sur un peu de comparaison et quelle opportunité les API et l'EDI pouvaient ouvrir. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, en fait, c'est de dévoiler tout le travail de la task force, d'une part, en conclusion un petit peu du troisième webinaire, donc tout le travail qui s'est terminé très axé sur l'API. Et puis, on va vous faire des démonstrations qui sont axées à la fois PME et puis plus grands groupes. Voilà. Donc là, normalement, vous allez tous vous y retrouver sur comment passer comment faire ce premier pas en fait vers les API, que proposent les partenaires, comment vous pouvez vous-même, est-ce qu'il faut vous-même développer vos API, passer par des tiers, etc. Donc, on va vous présenter tout ça aujourd'hui. Autour de la table, donc on a cinq experts des échanges numériques qui ont œuvré pour le CSF ou avancé en tout cas sur ces sujets en parallèle. Donc je vous laisse vous présenter. On peut commencer dans l'ordre, Christophe. Oui, merci Jean-François. Donc, effectivement, Christophe Isaac, je suis Digital Sales Manager pour l'Europe du Sud chez Arrow. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. Et je pense qu'effectivement, j'ai regardé un petit peu le nombre de personnes qui sont invitées. Un certain nombre de personnes me connaissent et je suis basé en Bretagne. Voilà. Merci. Sébastien, est-ce que je sais pas si... Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Sébastien Saunier, fondateur et CTO de Corsair.io et on développe une solution qui utilise les API Order et Product de différents distributeurs de composants électroniques. Merci. Stéphane. Donc Stéphane Rottelet, responsable du développement des ventes en Europe chez DigiKey. Ça fait maintenant 8 ans que je suis chez DigiKey. Je suis en plus à la responsabilité des solutions digitales sur la partie Europe, donc qui inclut la relation avec les partenaires, le support sur les clients stratégiques et aussi la définition de la roadmap avec les US sur comment on va développer les API dans les prochaines années. Merci. Et puis Florian. Bonjour, Florian Leroy, je suis consultant métier IT chez Lacroix Electronics, sous-traitant électronique. Je travaille depuis une bonne vingtaine d'années sur la partie EDI, puis depuis, on va dire, 2 ans, 3 ans sur des API. Et voilà, je travaille notamment avec des personnes comme Christophe, Stéphane et Laurent qui sont dans la présentation de ce webinaire. Merci. Et puis Laurent. Bonjour à tous, Laurent Stolz, supply chain spécialiste chez Avnet. Donc, j'interviens sur la mise en place de solutions supply chain auprès de nos clients, sur la partie solution et sur la partie également communication avec l'implémentation de tout ce qu'il faut pour échanger de façon efficace et mener à bien toutes ces missions. Parfait. Merci. Alors, ce que je vous propose, donc, ce qu'on vous propose comme ordre du jour, c'est de refaire un petit topo sur pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup d'API et surtout quel est le sens en fait de vouloir mettre de l'API dans les flux d'achat. On va avoir tout un pan de démonstration d'intégration API pour les PME, ETI électroniques. On va parler aussi des gains financiers. C'est souvent une question qu'on nous pose. Pourquoi digitaliser? Il y a des gains et il y a aussi des gains financiers qu'on ne soupçonne pas forcément. Et puis, on pourra terminer par un partage de bonnes pratiques avec des questions-réponses. Ce que je vous invite à faire, si vous avez des questions, c'est de les noter
dans le flux de commentaires. Et puis, je pourrais comme ça les lire et les partager en fin de webinaire. Ceux qui n'ont pas coupé leur micro, je pense que pour l'instant, on n'entend pas grand-chose, mais voilà, merci de laisser vos micros coupés jusqu'à la fin, en tout cas, où on pourra, suivant le temps qui nous reste, soit le faire en chat, soit en live, en audio pour les questions-réponses. Petit tour sur EDI API. Alors, c'est des choses qu'on avait déjà présentées un petit peu au dernier webinaire, mais je voulais refaire un petit état des lieux très global, et après Christophe nous présentera les différences, mais sur des flux vraiment achats qui vous intéressent. Alors globalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'EDI a été créé autour d'un standard assez métier et fait pour envoyer des gros volumes de données. Là où l'API, en fait, est plutôt un standard technique et est fait pour avoir des retours très, très rapides. Et ce standard technique, en fait, on le retrouve dans bien d'autres choses que du B2B et bien d'autres choses que de la supply chain. En fait, l'API, on la retrouve même dans Google Maps, par exemple, ou alors pour connecter des AMR dans vos systèmes, ça peut être aussi de l'API. L'EDI, en fait, dépend très fortement des middleware. Une intégration, en fait, à chaque fois que vous voulez intégrer un nouveau partenaire dans EDI, c'est assez coûteux. Les déploiements peuvent être lents. En revanche, côté API, donc on est plus sur quelque chose de technique. Le premier développement peut peut-être être plus complexe, mais ensuite, le scale-up, il est beaucoup plus simple, en fait. Déployer de l'API vers de nouveaux partenaires, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple. On peut aussi avoir un direct, c'est-à-dire que vous, en tant que EMS, ou en tout cas filière électronique, vous pouvez vous connecter directement à vos fournisseurs. Voilà, et on est vraiment très orienté applicatif, utilisateur, valeur ajoutée, etc. Donc, on utilise beaucoup aujourd'hui l'EDI côté supply. Ça demande une très forte relation avec les partenaires. Et aujourd'hui, l'API, on l'utilise vraiment côté service. Et puis, en revanche, ça apporte beaucoup de services L'API apporte beaucoup de services et de valeur ajoutée, en fait, dans la donnée qu'il peut retranscrire par rapport à l'EDI. Et pour conclure, quand on parle de projet EDI, on parle de projet supply chain et IT. Quand on parle de projet API, on parle vraiment de transformation digitale de par la nature technique et vraiment, je dirais, transversale dans l'industrie. Donc, Christophe, je te laisse la main pour parler un petit peu de DI et d'API dans les flux supply. Oui, merci Jean-François pour cette présentation. Donc, effectivement, là, on va entrer un petit peu plus dans le détail des flux message par message. Donc, comme le disait Jean-François, l'EDI est utilisé depuis un certain nombre d'années. Ça avait été développé pour des clients automobiles au tout début. Donc, ça a aujourd'hui à peu près 40 ans d'âge. Les API, c'est beaucoup plus récent. C'est une technologie qui provient des environnements type OS, Windows au tout démarrage, et ça a une petite vingtaine d'années. Mais il y a une quinzaine d'années, ça s'est fortement accéléré, notamment avec les plateformes d'e-commerce telles que Amazon, eBay, qui géraient des marketplaces avec des flux avec leurs partenaires, donc du B2B ou du B2C. Donc là, c'est important parce qu'on avait déjà, il y a une petite quinzaine d'années, des informations avec des flux B2B. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on revoit, on se rend compte, c'est que c'est beaucoup du B2C. Après, au niveau sécurité, le protocole EDI existe depuis très, très longtemps. Il est très secure. C'est des messages très formatés qui sont connus. Après, effectivement, il y a un temps de développement, un temps d'homologation qui peut être plus ou moins long et plus ou moins lourd. Alors que l'API, c'est du point à point. Bien entendu, il faut sécuriser les transactions parce que vous avez accès à une clé de crypto, une clé, ce qu'on appelle API, qui permet de sécuriser. Mais après, les transactions passent sur des flux standards Internet, on va dire. Donc ça, c'est un point à regarder et être très vigilant. Tu as changé de slide, Jean-François. Voilà. Après, au niveau des types de fichiers, ce que je disais sur la partie EDI, c'est des messages très, très structurés. Vous avez des messages type DELG, DEL4, Order Change, etc., avec des protocoles établis, connus. Et principalement, aujourd'hui, le protocole utilisé, c'est l'IDIFACT.
Sur la partie API, c'est un peu plus open source, on va dire, puisqu'on retrouve la normalisation RESTful qui est utilisée par la majorité des fournisseurs, typiquement DigiKey, Arrow, Avnet et autres, qui permet de gérer en plus de manière très, très simple les transactions, puisque c'est des formats lisibles, et on le verra dans un exemple juste après, ou alors on peut exporter directement sur des fichiers à plat, avec typiquement des protocoles type XML. Sur la partie Arrow Support, alors là, je vais passer rapidement, mais sur la partie mode fonctionnel, l'EDI, c'est un mode asynchrone. Ça veut dire, j'envoie mon flow de commandes, mon flux de commandes, automatiquement, je récupère éventuellement un AR. Dès qu'il y a une modification du backlog, parce qu'il y a un changement de date, il y a un flux qui peut être envoyé du fournisseur vers le client, alors que l'API, c'est un mode synchrone. Ça veut dire que vous, en tant que partenaire, en tant qu'utilisateur, vous devez demander, requêter une information, dire, ben voilà, je veux le statut de ma commande X avec tel numéro de ligne, et immédiatement, vous récupérez l'information. Donc, l'avantage de ça, c'est que c'est du temps réel et les informations sont à jour. Après, si on regarde au niveau utilisation, en termes d'utilisation commande, donc il y a la partie commande ferme, commande forecast, etc., les order change, on voit que le protocole EDI est beaucoup plus avancé que n'est aujourd'hui le protocole API. Parce que l'API, chez un certain nombre de partenaires, DigiKey, ça fait une dizaine d'années que ça existe. Chez nous, ça fait 5-6 ans. Chez Avnet, je pense que la maturité est un peu identique. Mais il y a eu une frilosité au départ des clients pour rentrer dans l'API. Parce que c'était quelque chose de très novateur. Il y avait des petits développements à faire. Et c'est pour ça que sur la partie forecast, order change, aujourd'hui, c'est not yet. Parce qu'il y a des protocoles qui vont arriver, on le verra à la fin de ma présentation, qui permettront à terme de gérer toute la partie prévision et tout ce qui est order change. Alors, bien entendu, sur la partie acknowledge, c'est très simple. L'EDI permet d'envoyer un acknowledge immédiatement. La partie API commence à avoir des messages qui permettent d'avoir des informations. Bien entendu, tout ce qui est CMI, VMI, alors c'est de la partie consignation. Aujourd'hui, l'EDI permet de le supporter. Honnêtement, il y a très peu de clients qui utilisent en Sud-Europe les messages EDI pour la partie consignation. L'API n'est pas du tout adapté pour ça. Par contre, si on regarde tout l'aspect prix, l'aspect cotation et autres, l'EDI, à l'origine, n'était pas fait pour ça. Il n'y aura pas de message d'évolution sur cette partie-là. Par contre, l'API, pour faire de la cotation, recherche de disponibilité, recherche de cross-referencing, etc., aujourd'hui, les API permettent de gérer ça. Donc, on voit que l'API, en termes de commande, commence à être mature. Sur la partie quoting, c'est très mature. L'EDI, bien entendu, sur la partie commande, c'est très mature. Alors, moi, le message que je passe par rapport à ça, après, on va voir les bénéfices et les contraintes de chaque message, c'est que si vous êtes déjà en EDI, ça ne fait pas sens aujourd'hui de passer en API parce que c'est structuré. Si vous êtes en EDI, ça veut dire que vous avez peut-être des clients automobiles avec des forecasts à gérer, etc. Là, la seule transaction qui pourrait être faite, c'est par rapport à des notions de coût, parce que l'EDI a un coût en utilisation, de passer sur l'API. Par contre, si vous regardez aujourd'hui à digitaliser vos process de commande, de gestion de commande, soit utiliser l'EDI, soit l'API. Et là, tu peux passer sur la slide suivante, s'il te plaît, Jean-François. Et là, justement, ça permet de comparer les bénéfices de chaque solution et les contraintes. Si on regarde l'EDI, c'est interopérable avec différents prestataires, différents fournisseurs, mais il faut utiliser un prestataire qui va faire le lien entre les différentes plateformes. Par contre, l'API, c'est beaucoup plus simple en termes d'interopérabilité, en termes de développement. Moi, j'ai un client sur l'aspect coding, il a fait un développement en moins de 15 jours. Sur la partie commande, il faut compter un développement entre un mois et demi from scratch. Bien entendu, dans ces cas-là, les exemples que je donne, ce sont des clients qui avaient leur propre système GPA ou ERP, donc ils maîtrisaient la chaîne complète. Mais après, derrière, si vous voulez intégrer des flux API, soit c'est directement intégré dans certains modules de nos partenaires ou de modules ERP qui existent sur le marché, ou alors c'est à vous de faire un bridge entre les différents fournisseurs et votre propre plateforme, ou alors utiliser la démonstration qu'on aura tout à l'heure de Corsair.io. Bien entendu, l'API, comme je disais, c'est un open source, donc c'est très évolutif. Avnet amène des solutions. Nous, on amène des solutions un peu similaires pour vous fournir la solution la plus adaptée par rapport à votre besoin. Et si vous avez aujourd'hui des requêtes,
faut absolument nous en faire part parce que quelque part, comme le disait Stéphane tout à l'heure, aujourd'hui, le monde API est très ouvert, on peut faire des évolutions et mettre en place une stratégie. Donc, l'API simple. Après, au niveau des contraintes, l'EDI est très ancien, un peu complexe, il n'y a plus d'évolution, c'est quelque chose de très stabilisé. Il y a beaucoup de solutions qui existent sur le marché, beaucoup de tierces parties. Donc, après, intégrer ça avec différents fournisseurs, ça peut être un peu complexe. La partie API, les contraintes, aujourd'hui, c'est l'open world. Donc, ça veut dire que ça peut évoluer très, très rapidement, des versions peut-être à maintenir au niveau de vos systèmes. Et une des contraintes majeures qui existent aujourd'hui, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, le mode API, c'est un mode synchrone. Ça veut dire qu'on vous donne de l'information sur requête. Aujourd'hui, pour tout ce qui est notification, c'est-à-dire un order change, une livraison avec un tracking, etc., c'est à vous, en tant qu'utilisateur, de faire la requête. Nous, en tant que partenaire, pour l'instant, on n'a pas de solution technique qui permet de vous envoyer l'information en disant « ça y est, les pièces sont parties, vous avez le tracking » ou « attention, la date a été changée ». La seule solution aujourd'hui qui peut exister sur le marché, c'est en utilisant la technologie Webhook, qui est en fait utilisée dans tout ce qui est OS type Android, iOS, etc., qui permet en fait de pousser des notifications. Typiquement, si vous avez un abonnement sur Ouest France, un quotidien assez connu dans notre région, automatiquement, dès qu'il y a une alerte qui est envoyée, vous avez dans votre banner, si vous l'avez autorisé, la notification, et c'est basé sur du Webhook. Aujourd'hui, très peu de fournisseurs, à ma connaissance, utilisent les API avec la technologie Webhook. Mais il y a des choses qui sont dans le pipe aujourd'hui chez différents fournisseurs. Si tu peux passer sur la slide suivante, Jean-François, s'il te plaît. Et donc là, je me suis permis justement de vous donner un exemple de commande. Donc ça, c'est une commande réelle qui a été envoyée par un client espagnol en février de cette année. Et on voit effectivement la décomposition de la commande. Dans l'entête, vous avez l'adresse de facturation, la devise de la commande. Et après, si vous regardez, c'est très facilement lisible. Donc après, c'est juste mettre en place, c'est facile de le dire, peut-être plus complexe à déployer, dire, voilà, c'est une commande de 4 lignes. Et pour chaque ligne, je l'ai décomposé. Vous voyez le doc ID qui correspond à une référence pour la première ligne de chez FCI. Vous avez le prix, la date demandée, etc. La deuxième ligne, c'est un composant Walzin. Vous avez le prix du composant, la date demandée, etc. Et en bas de page, vous avez le PO number, que j'ai bien entendu un petit peu masqué, l'adresse de facturation, l'adresse de livraison, pardon, et on précise bien que c'est une commande vraie, on n'est pas sur un mode test. Donc, vous voyez, comment positionner une commande, c'est relativement simple. Par contre, si tu peux passer sur la slide suivante, Jean-François, là, on est dans le mode EDI, et là, c'est un peu plus opaque. Mais là, j'ai pris un exemple de commande qui peut être envoyée. On voit que ce n'est pas très, très facile l'interprétation. Donc là, ça demande malheureusement un peu plus de développement. Voilà, c'était tout pour moi, Jean-François. Je te relaisse la main. Merci. Oui, je passe une petite news que Christophe, tu m'avais envoyée sur Texas Instruments. Ça montre bien en fait que les API sont de plus en plus utilisées dans le B2B, et notamment ça avec Texas Instruments qui a annoncé il n'y a pas très longtemps, la newsletter de novembre, le lancement d'une suite d'interfaces de programmation d'applications, donc le lancement d'une suite d'API qui permettent d'accéder à leurs clients en fait, à l'inventaire en temps réel de leurs composants. Voilà. Donc, j'ai relevé, alors cette info-là, je vous ai mis le lien pour y accéder en bas si vous êtes intéressé. Vous pourrez l'avoir avec les slides. Ce que j'ai noté là-dedans, en fait, c'est que par rapport à l'EDI, on peut faire en temps réel un inventaire, demander un inventaire précis. On a des commandes qui sont plus rapides et surtout automatisées, connexion en libre service, souplesse de paiement d'exécution, adaptation au design du système d'achat interne du client. Donc vous pouvez customiser un peu mettre en place vos API chez vous. Et puis derrière, voilà, c'est la méthode la plus pratique et la plus personnalisable jamais inventée pour accéder à l'inventaire des produits. Donc ça donne un petit peu le son de cloche sur ce que sont en train de pousser les fournisseurs avec les API. Donc on passe vraiment d'un monde commande de messages très, très standardisé à un monde où comme c'est ouvert et qu'on se base sur un standard technique, on est capable de faire vraiment plein de choses sympas. Place aux démonstrations. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, en fait, c'est 3 démonstrations. La première par DigiKey, qui est basée, alors vraiment, elle se destine à tous ceux qui
c'est vrai qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion, je pense, de voir ce que pouvaient donner les API avec un outil très simple que vous connaissez tous, que vous avez tous chez vous. Je ne pense pas trop me tromper en disant ça, qui est Excel. Voilà, donc je te laisse la main, Stéphane. Oui, pas de souci. Alors, je pense que vous voyez l'écran. Oui, c'est bon. OK. Effectivement, juste avant de sauter sur la démonstration, l'idée était peut-être aussi de, comme a fait déjà Christophe, de démystifier un petit peu une requête API et en tout cas comment ça se passe. Alors, sur la partie prédisponibilité, mais sur la partie commande, c'est relativement similaire. Sur la gauche, le site internet d'IJK. Sur la droite, c'est là où on a la doc, effectivement, sur la partie API. Sur le site d'IJK, quand on veut faire une recherche, on utilise un moteur de recherche. J'ai oublié un 5, pardon. Qui va retourner une suite de résultats jusqu'à avoir le contenu de la page article avec les tarifs, etc., etc. Sur l'API, ça fonctionne exactement de la même manière. Sauf qu'effectivement, le message est un petit peu différent, parfois un peu moins lisible pour un humain. Mais concrètement, on a une API, donc Part Search, qui contient une partie Keyword Search et qui fonctionne globalement de la même manière. C'est-à-dire que, alors je passe un peu le détail, la partie un peu technique, mais concrètement, on envoie une requête pour laquelle on spécifie un mot-clé qui va être NE 555DR. Combien de résultats on veut, à partir de combien, de quelle position. Et à la suite de ça, on récupère effectivement une liste de produits qui est un peu plus bas, pardon, dans la doc. Voilà, bon, je ne vais pas retrouver le début, c'est pas grave. Voilà, si je l'ai vu passer, c'est pas grave. Bon, sur lequel on va retrouver tout l'ensemble des paramètres, sur lequel on va retrouver la tarification, etc., etc., etc. Et puis, quand on veut effectivement tous les détails avec les tarifs et tout, on utilise une autre qui effectivement va, comme nous, on clique à un moment donné sur un des résultats pour avoir le détail d'un composant particulier. On a le même principe, on requête, on rajoute le DJK part number et on récupère derrière la notion de prix, les liens vers les médias, etc., etc., la tarification, le stock disponible, le standard package, etc., etc. Donc, on est vraiment sur les mêmes informations et en fait, de notre côté, et c'est pareil avec les confrères, les informations retournées sont globalement les mêmes qu'on a sur le site internet. Hein. C'est juste un média différent qui est adapté à la machine et non pas à l'humain. Alors, pour effectivement parler de comment ça peut se porter, pour un exemple tout simple, eh bien, c'est Excel. Voilà, chez DJK, mais c'est pareil chez les autres aussi, on a développé un petit add-in sur Excel qui permet donc de pouvoir directement requêter l'API et de recevoir les informations, je dirais les plus importantes, hein, y compris, alors, je vais juste zoomer un peu, pardon, hop, vous la mettre en plein écran. Ah, c'était un peu trop bon. Voilà. Pour lequel on spécifie les part numbers, la quantité, et on récupère un ensemble de données. À titre d'exemple, voilà, je vais prendre une BOM. Alors, c'est une liste de composants que j'ai trouvé dans un fichier. Je vais la copier ici. Voilà, donc j'ai 20 articles. Et concrètement, vis-à-vis de l'ADIN, on a un ruban qui se développe en cliquant sur le DJK API test. On spécifie les différents paramètres. On est en France, on veut requêter le site France, euro, et c'est pour une expédition en France. On veut en préférence du cut tape. Encore une fois, dans DJK, on est vraiment cette logique de break de quantité qu'on ne trouve pas forcément chez les autres, mais c'est la même idée. Et là, derrière, effectivement, on récupère du coup les données. Vous voyez, c'est quand même relativement rapide. Alors, Excel n'est pas le plus rapide pour requêter une API, mais on imagine que le temps qu'on passerait pour aller le faire sur le site Internet serait beaucoup plus long. On récupère les données de type le fabricant, la référence fabricant, corrigée potentiellement, la description, la catégorie, le MPQ, le stock disponible, le lead time, la conformité ROHS et évidemment la tarification derrière. Donc, ce qui est relativement, comme vous pouvez voir, c'est quand même relativement rapide. Ça reste sous Excel, mais voilà. Alors, il y a des cas aussi pour lesquels on n'arrive pas à résoudre le part number. C'est partie des choses pour lesquelles, effectivement, il faut parfois investiguer manuellement. Une autre approche, donc là, on est prédisponibilité. On a une autre approche sur la partie backlog.
Je vais rezoomer aussi un petit peu ici. Voilà. Où là, concrètement, on interroge l'API Order Support qui, elle, génère un backlog. Donc, pour avoir à un moment donné quelles sont les pièces qui sont commandées, mais pas encore expédiées. Donc, si je veux l'avoir, par exemple, je vais le lancer de octobre à fin novembre. Voilà. Là, je vais le recevoir. J'ai 24 commandes. Et ces 24 commandes vont tomber directement dans un fichier Excel. Alors, parfois, vous recevez déjà ce genre de fichier pour avoir le contenu du backlog, soit toutes les semaines ou soit tous les mois, suivant les distributeurs. Mais voilà, c'était juste une autre manière de l'avoir. On l'a à la demande. À partir du moment où on veut effectivement avoir un statut un instant T, c'est possible de le faire au travers de ce genre de add-in. Donc là, les 24 commandes sont récupérées. Alors, cette logique peut être intéressante, mais on se retrouve malgré tout sous Excel. Là, c'est spécifique à JK, même si les autres le produisent aussi, ça veut dire qu'il faut le faire avec l'ensemble des confrères. Donc, ça reste malgré tout, à la fin derrière, une partie manuelle, d'où l'intérêt et la transition vers la démo suivante, qui est au travers de Corsair.io, qui, eux, en l'occurrence, vont vraiment récolter ces différentes données pour les consolider et directement les mettre à jour dans le système. Et je vais les laisser présenter à ce moment-là. Oh, tu m'as relevé la transition, c'est parfait. Ah bah, je l'ai fait, voilà. Je te redonne la main, Jean-François. Et je note, oui, bah, on peut donner directement la main à Corsair, sinon. Et j'ai noté quelque chose d'intéressant en fait pendant ta présentation, Stéphane, c'est qu'au-delà, alors déjà, on peut du coup avec Excel, si demain, si je suis développeur API, c'est-à-dire que je peux déjà requêter DJK et puis d'autres, ou alors je peux fournir un Excel déjà pour éviter de taper des recherches MPN par MPN. Et l'autre avantage, en fait, tu as glissé quand même que il peut y avoir des corrections si besoin, quoi. C'est-à-dire que même s'il y a des petites erreurs, je sais pas, côté MVN, par exemple, que je n'ai pas le mot MPN, vous pouvez trouver certaines corrections qui se font directement dans l'API et vous renvoyer la valeur corrigée. Ça fonctionne effectivement comme le site Internet, c'est-à-dire que si la référence part number n'est pas complète, on va retourner les part numbers qui pourraient correspondre à cette requête. Alors, si on n'en a qu'un seul, c'est simple, ça veut dire que concrètement, il faut contrôler effectivement, mais ça va permettre de guider vers le type de part number que ça pourrait être. Si après, on en a 3 à 4 qui sont retournés, effectivement, il y a malgré tout, à un moment donné, une intervention humaine pour dire, bon, OK, là, je dois corriger le part number, lequel c'est, et peut-être faire confirmer avec le client final, suivant la qualité de la baume qui était transmise. D'accord. Donc là, on est vraiment sur un autre avantage que le temps réel avec l'API. Ça, puis cette info-là, on peut potentiellement la réintégrer du coup dans le RP après. Oui, alors après, je veux dire, c'est pas magique, ça va pas deviner un part number que le client final n'a pas transmis. Il ne faut pas se tromper, mais par contre, ça va qualifier que le part number est correct, au moins. Merci. Sébastien, je prends directement la main sur la présentation pour présenter la solution justement de Corsair qui vient se glisser entre l'API et le RP. Ouais. Je vais sur le partage. Alors, normalement, c'est bon. Vous nous entendez? Oui. OK. Alors, je le mets en full screen. Alors, bonjour et merci de nous permettre de vous présenter ADES ce matin. Je vais essayer d'aller assez vite, juste dans quelques minutes. API Data Exchange Solution, donc c'est un pont qui connecte les plateformes des distributeurs de composants électroniques avec les systèmes d'information des intégrateurs et des industriels. C'est le chaînon d'automatisation de la supply chain du futur. Je vais vous présenter rapidement la solution et puis ensuite je vous présenterai Corsair Innovation avant de répondre à vos questions plus tard s'il y en a. Donc, l'état de l'art c'est que la relation entre les acheteurs et leurs fournisseurs est compliquée par un fonctionnement en bulle de chacun des acteurs, avec des systèmes qui ne sont pas normalisés, qui restent asynchrones. Chaque distributeur utilise un format d'API qui réclame chacun une intégration spécifique dans les ERP de leurs clients. Les acheteurs jonglent avec les formats de bons de commande, des fichiers Excel recopiés à l'infini, des échanges par mail de validation, de nombreux appels téléphoniques pour valider une commande, une disponibilité ou un tarif. Donc, on va vous présenter ADES.
c'est un projet qu'on développe avec GIS et je viendrai là-dessus par la suite. Dans cet exemple, Hades interroge les fournisseurs avec les clés API de GIS. Il met à jour en temps réel les tableaux de bord de l'acheteur et le RP de la société. En l'occurrence, c'est Cegid. C'est de manière dynamique et sécurisée. On utilise la clé API de GIS pour interroger les API de ses fournisseurs. Notre solution donc, réduit les interventions nécessaires pour accomplir les tâches de routine des services achats pour qu'ils se concentrent sur leur expertise et leur métier. Hades donc, normalise les échanges, les supervise et permet d'envoyer des alertes aux acheteurs d'un changement d'état sur une commande. Il permet donc d'améliorer l'efficacité des services achats, il renforce la conformité et il permet d'adapter la stratégie et les pratiques du service pour permettre une comptabilité claire et transparente en interne et avec les fournisseurs. Et donc, Hades permet aussi, à travers le dashboard, de mesurer le succès et les progrès dans la relation avec ses fournisseurs. Sébastien va vous faire une démonstration. Alors, tu cliques sur Play. Voilà. Attends, je te laisse faire. Ouais, alors, juste comme ça. Et puis, on va le mettre sur le grand écran. Bonjour, merci Berthier. Donc, on va maintenant voir deux exemples d'utilisation des API. Donc, dans le premier cas, l'acheteur de chez GIS passe une commande là, de 7 lignes à Arrow. Donc, il transmet la commande depuis le RP directement en cliquant ici. Et immédiatement, Hades lance la validation via les API du fournisseur, donc d'Arrow dans ce cas-là, et les statuts se mettent à jour. On a un premier message d'alerte sur la disponibilité. L'acheteur visualise les informations complémentaires qui lui indiquent que le produit revient en stock le 8 décembre. Une deuxième alerte informe d'une erreur de référence. On lui suggère la correction. Et enfin, cette alerte signale une erreur sur le tarif négocié. Alors, il la corrige et l'API lui propose de mettre à jour son référentiel pour la prochaine fois. Toutes les lignes passent au vert et donc la commande est transmise à Arrow via l'API. Passons maintenant au portefeuille de commande. Donc, sur cet écran, Hades met à jour en temps réel les informations de livraison et les synchronise donc, entre Arrow et GIS. Le portefeuille compte un peu plus de 300 lignes dans ce cas-là. Il est actualisé en permanence. Donc, l'acheteur a un certain nombre de filtres à sa disposition par état, par exemple les commandes non confirmées, en rupture, les commandes à risque, les commandes en retard. Donc, l'acheteur va sélectionner les commandes en livraison imminente. Alors là, maintenant, via l'API, on a accès à de nouvelles informations comme le statut de validation du fournisseur et la date de mise à jour dans le référentiel du fournisseur. Si l'acheteur sélectionne maintenant les commandes en retard, on a encore de nouvelles informations, donc comme le code tracking, donc on a récupéré via l'API cette fois-ci aussi, et la date de livraison qui a été estimée par le fournisseur lors de la dernière mise à jour. Donc pour finir, en plus de la synchronisation des commandes en temps réel avec le RP, Hades dispose de ses propres dashboards qui sont mis à disposition des acheteurs et des différents services en attente de composants. Hades dispose aussi d'un moteur d'alerte pour envoyer donc, des mails ou des messages Slack, par exemple, pour informer la R&D ou la production de l'avancée de leur commande. Et donc, Hades permet, donc, grâce à ces interfaces multifournisseurs, de tirer tout le parti des différentes API et de l'ERP du client. Il contribue à améliorer la base produit, il permet des gains de productivité pour les différents services et il permet à l'acheteur de se concentrer sur son expertise pour mieux anticiper les incidents et les ruptures de chaîne logistique. Donc, Hades, c'est donc développé par nous, par Corsair Innovation à Saint-Malo, avec le soutien technique et financier du groupe GIS à Laval. On s'est porté donc par 3 entrepreneurs de Saint-Malo. Moi, je suis consultant indépendant. J'ai parmi mes clients Arrow et GIS, et c'est comme ça que je suis tombé sur ce sujet il y a maintenant 18 mois. Sébastien est entrepreneur aussi, ingénieur, cofondateur notamment de Nextquattro ou de Green Citizen. Et avec Adèle, qui est développeur full stack, on travaille ensemble depuis plusieurs années
à travers l'association Digital Saint-Malo, notamment pour la French Tech et pour d'autres clients. Et voilà, l'idée de Corsair Innovation, c'est d'explorer les territoires d'innovation, et ce sujet de la transformation numérique des industriels et de la distribution du composant électronique nous paraît un sujet très intéressant, et en tout cas intéresse nos clients. Donc on s'est investi dedans depuis plusieurs mois. Notre roadmap de développement du produit, en fait, on est en train de finaliser aujourd'hui le prototype pour GIS, qu'on va pouvoir livrer à la fin de l'année. Et on recherche aujourd'hui des partenaires, puisqu'on a décidé d'ouvrir cette solution et de la proposer à l'ensemble de l'écosystème, à la fois des distributeurs de composants, mais surtout de leurs clients. Voilà, on se tient évidemment à votre disposition pour discuter de tout ça. Toutes les informations pour nous joindre, vous pouvez les trouver sur le site www.ades.io. Voilà. Très bien, merci. Ouais. Alors, si je reprends un petit peu, donc, ça veut dire qu'il y a de nouveau, là où avec les EDI, on avait des middleware qui étaient principalement techniques. Il y a des nouveaux arrivants comme Corsair ou d'autres, en fait, qui viennent non pas faire de la transaction de messages, mais vraiment offrir un service supplémentaire, en fait, soit parce que en tant qu'entreprise, vous n'avez pas forcément envie ou les capacités en interne de mettre en place des API, ou alors vraiment parce qu'il y a des services comme avoir des alertes, avoir des dashboards, etc., qui nous semblent pertinents, et passer du coup par des partenaires qui vont aller bien au-delà, en fait, de la translation de messages. Merci pour cette présentation. Alors, la troisième démonstration, donc là, on a commencé avec de l'API dans du fichier Excel. Là, on a montré qu'il y avait des connecteurs qui arrivaient, donc des nouveaux acteurs sur le marché qui permettaient de connecter des API à vos ERP si vous ne souhaitez pas le faire vous-même, en tout cas qui offre du service derrière ça. Maintenant, on a, via la task force, en fait, Avnet qui a travaillé avec Lacroix pour transformer des flux EDI en flux API sur des orders et order response. Je laisse du coup Laurent sans prendre la main là-dessus. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de vous montrer ce que globalement les fournisseurs sont ou vont être capables de faire avec l'API, et pourquoi remplacer déjà de l'EDI par de l'API, sachant que là, on est sur des flux EDI qui étaient déjà en place. Quel est l'avantage de les remplacer, et puis comment aller plus loin, en fait, via cette technologie. Merci Jean-François, vous m'entendez bien? C'est bon, ouais. Ok, parfait. Donc effectivement, alors pour contredire un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, et ce que Christophe a souligné, effectivement, le projet avec Lacroix essentiellement a été mené pour remplacer les flux DI par des flux API, ce qui ne sera pas forcément la stratégie première de la plupart des clients de la distribution. Maintenant, je vais laisser Florian s'expliquer sur la démarche côté Lacroix, mais très, très, très clairement, on est reparti du constat qui a déjà été échangé, EDI versus API, les avantages, les inconvénients. Et la stratégie de Lacroix, effectivement, c'était de basculer sur des flux API versus ADI pour répondre à un certain nombre de challenges que je vais laisser Florian exprimer. Oui, bonjour, enfin rebonjour. Alors effectivement, comme l'expliquait Laurent, on a souhaité, nous de notre côté, démarrer ce projet de remplacement des flux existants EDI par des flux API. Alors l'origine, elle est plutôt liée à notre contexte, dans le sens où on a débuté sur des flux API en interne initialement, c'est-à-dire qu'on a un service intégration qui a créé notre propre middleware et qui a développé les premières API utilisées pour faire interagir des systèmes qui étaient hébergés chez nous.
Et puis, voyant tout l'intérêt et toute l'efficacité de ces services, très rapidement, on a commencé à discuter dans le cadre de WeNetwork avec nos partenaires, en nous disant que ça aurait probablement de l'intérêt d'aller sur un déploiement de ces solutions sur de l'opérationnel, donc en remplacement de l'EDI, et bien sûr à terme sur des services qui sont proposés. Christophe en a parlé tout à l'heure, Stéphane également, sur des API qui sont mis à disposition par nos partenaires. Effectivement, de notre côté, il y avait cette capacité à pouvoir assez facilement implémenter ces solutions, puisque on avait fait une partie du chemin de notre côté avec la mise en place de middleware. Le pourquoi du remplacement de l'EDI par les API, c'est surtout le fait que ça soit du temps réel. À aujourd'hui, sur l'expérience que l'on a de l'EDI, je trouve, et ça fait quand même de nombreuses années que je le pratique, je trouve qu'on a toujours une difficulté à lire les flux, à savoir où on a eu d'éventuels blocages. On doit travailler avec un tiers. Bon, c'est toujours un petit peu délicat, même si ça reste efficace. Il me semble malgré tout que l'API apportera un niveau de service supplémentaire. On aura cette capacité, et Christophe l'a précisé tout à l'heure, à le déployer beaucoup plus rapidement. On a effectivement cette possibilité, lorsqu'on maîtrise en interne cette techno, de pouvoir développer et de pouvoir débuter un projet sans forcément devoir faire appel à un prestat, sans forcément devoir faire appel à un partenaire. Je prends l'exemple des 3 partenaires qui sont sur WeNetwork actuellement, à savoir Arwa, Avnet et DigiKey. Ils proposent des API qui sont mis à disposition sur des portails. Libre à nous d'aller voir techniquement ce à quoi ça correspond. Et la plupart du temps, on peut débuter un projet sans même forcément avoir un premier échange technique avec ses partenaires. Donc, ça a un gros avantage. Je pense qu'effectivement, comme le précise ce slide, l'API gagne vraiment en popularité du fait de son efficience. Alors, le point qui, pour moi, est très important, c'est la notion de coût. Lorsqu'on a beaucoup de flux, on a malheureusement des coûts assez importants côté EDI. Là, on va totalement s'en affranchir. Et puis, bien sûr, comme l'expliquait Christophe tout à l'heure, pour l'instant, les partenaires ont encore cette capacité à adapter les messages. Et le travail qu'on a initialisé avec Avnet en est un bon exemple. Je te laisse, Laurent. Oui, on va basculer peut-être sur les prérequis, Florian, par rapport à effectivement tes compétences que vous avez dû mettre en place côté Lacroix pour avancer sur le sujet. Oui, alors, nous concernant, on est sur un système SAP. SAP qui permet effectivement de pouvoir gérer ce type de service, aussi bien en appel qu'en entre guillemets en réception. De notre côté, on a cette chance d'avoir un service intégration qui a été créé il y a maintenant quelques années et qui a suffisamment de compétences et on a suffisamment de ressources pour pouvoir effectivement gérer de nouvelles API. Alors, je précise que on est aussi bien dans la démarche d'utiliser des API de partenaires que d'en proposer nous-mêmes. C'est aussi la raison pour laquelle notre service intégration a été mis en place. On va appeler les API de nos partenaires, mais on propose aussi des services et on espère que nos partenaires, que ce soit côté fournisseur comme client, pourront également appeler ces services que nous proposerons. Et tout ça, effectivement, se base sur la gestion et la création et la gestion, la maintenance et la création de nouveaux API via le middleware qui est totalement maintenu par ces équipes intégration.
Alors, rapidement, là, je vais rebondir sur le process qu'on a commencé à mettre en place avec la croix. Donc, en phase 1 du projet, donc, on s'est focalisé essentiellement sur le flux commande. Donc, création de commandes, validation et accusé-réception de commandes côté Avnet. Et après, effectivement, va venir s'interfacer tous les demandes de changement et confirmations de changement ou propositions de changement qui peuvent être apportées au fil de l'eau. Il est important de préciser ici qu'on remplace un flux à EDI, donc c'est des commandes de production. Donc effectivement, peut-être pour faire le pendant avec le type de commandes qui sont proposées qui a été proposé par la démo de Stéphane un peu plus tôt. Là, on n'est pas sur un type de commande sur stock où effectivement on interroge par exemple la disponibilité côté Avnet et on va positionner une commande pour réserver le stock. Ici, c'est une commande de production donc, qui est générée sur la base d'un lead time et qui va être intégrée côté Avnet avec pas forcément une certitude de confirmation de commande dans les délais. Donc, c'est tout un flux, effectivement, type EDI ici, qu'on vient, enfin, de cycle de vie de production d'une commande, qu'on doit matérialiser à travers ce flux API. On retrouve sur la droite ici la structure du message, hein, de l'appel. Donc, comme l'avait souligné tout à l'heure Christophe, c'est relativement lisible si on compare un message EDI. Voilà, c'est déjà beaucoup plus lisible et ça tient voilà, sur une page. Donc là, on a tous les éléments qui permettent à Avnet d'interpréter et d'intégrer la commande correctement. Je pense qu'au niveau timing, dis-moi si on a un peu de temps encore. Non, François, on est bon ou... Il reste théoriquement 5 minutes. 5 minutes, ok. Non, bah, rapidement, donc on envisage effectivement une phase 2, mais là, c'est un petit peu ce qu'a rappelé Christophe. Hein, c'est tout ce qui nous attend là dans le cadre des développements de l'API. Il y a tout ce qui est shipping information, c'est des choses qui effectivement, avis d'expédition, même facture à terme, c'est des choses qu'on peut envisager effectivement remplacer ces flux EDI par des flux API. Dans l'immédiat, on va conserver les flux EDI existants, notamment avec la croix, et on pourra envisager ce basculement au fil de l'eau. Alors, très rapidement, et je pense que c'est un des points important qu'a souligné Florian, il y a l'aspect coût. Côté Avnet, alors les avantages qu'on y voit, alors côté effectivement fournisseur, alors il y a deux choses. Hein, c'est effectivement l'EDI aujourd'hui, c'est un flux. Pardon, j'étais un peu trop loin. On a effectivement l'API va permettre de communiquer à la croix de façon synchronisée un statut sur la commande. Effectivement, c'était une des attentes de la croix par rapport à ce basculement vers un flux API, c'est de pouvoir récupérer de façon synchronisée un statut sur la commande positionnée. Donc ça, c'est des choses qu'on va effectivement pouvoir processer et effectivement, c'est un gros plus par rapport au flux DI. On a besoin quand même par rapport à ces commandes de production d'un flux encore asynchrone pour pouvoir effectivement communiquer au client, en l'occurrence la croix par rapport à cet exemple-là, une information fiable et robuste, stabilisée, notamment sur les délais, sur les prix. Il y a tout un tas de validations internes qui restent nécessaires pour des commandes justement de production versus des commandes sur stock qui sont communiquées via web, où là, effectivement, voilà, on a quand même besoin de ce flux asynchrone pour pouvoir communiquer les informations à la croix. Voilà, et un des points à souligner, effectivement, côté Avnet et côté la croix, un des gros plus du flux API, ça va être notamment sur le retour d'informations, à voir que la croix bénéficie d'une information enrichie. Aujourd'hui, si on se positionne sur un flux DI, on a une confirmation de commande où on va confirmer effectivement un prix, un délai.
à la croix. Aujourd'hui, on va pouvoir, avec des flux API, notamment sur des problématiques de rejet de commande pour des raisons de conditionnement, MPQ et mot-prix, donner une information un peu plus enrichie pour éviter et s'affranchir de toutes les communications un peu parasites qui peuvent se faire par mail ou échange téléphonique par rapport à des problématiques de rejet de commande. Donc, typiquement, la Croix peut disposer via l'API des raisons pour lesquelles Avnet n'a pas pu intégrer la commande et informer ses approvisionneurs de façon un peu plus optimale. Voilà. Donc, c'est effectivement un des gros plus de l'interface API versus ADI, c'est effectivement toute cette customisation et niveau d'informations supplémentaires qu'on va pouvoir échanger les uns avec les autres. Voilà. Je te laisse reprendre la main. Ça marche, merci. Voilà, donc les démonstrations sont terminées. Là. Donc, on est passé d'un flux Excel sur des choses qui existent déjà sur Internet, mais avec une automatisation qui est permise maintenant avec les API, de la connexion aux ERP, éventuellement en passant par des prestataires en fait, qui offrent du service et non pas uniquement quelque chose de technique. Et puis maintenant, là où les API pouvaient emmener, donc l'intérêt de passer en API, même si on a de l'EDI, mais avec toute cette promesse derrière, en fait, d'avoir de nouveaux services qui viennent jour après jour de par l'ouverture en fait, qu'offrent les API. Donc, j'espère que ça vous a donné envie d'y aller. On a aussi quelques... donc là, on n'a pas pu avoir de démonstration aujourd'hui, mais certains éditeurs ERP se mettent aussi aux API pour directement les intégrer en fait, dans leur ERP et permettre aux EMS, ou en tout cas à la filière, notamment électronique, de directement faire des requêtes et passer des commandes auprès des fournisseurs, mais avec cette technologie-là qui va offrir de plus en plus de services. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, alors il reste, malheureusement, il est midi. Donc, ceux qui souhaitent rester, je vous invite à rester un petit peu, parce qu'on va parler gain grâce aux API, et puis on pourra faire après un partage de bonnes pratiques, et puis prendre toutes les questions que vous avez. Donc, cette fois, je vais laisser Stéphane reprendre la parole, qui aime les fichiers Excel. Il y a un bel outil qui va vous présenter, qui vous est disponible en fait. Donc, après la présentation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez avoir ce fichier-là qui sera à votre disposition, qui vous permet en fait de calculer sur une base de temps ce que peut vous faire gagner les API. Merci Jean-François. Oui, donc on a un peu dépassé l'horaire, donc je vais balayer assez rapidement, puis je vous laisserai peut-être plus passer du temps devant le fichier effectivement si vous le recevez, enfin si vous le demandez. Très rapidement, en fait, c'est un fichier sur lequel on définit les coûts horaires des différentes personnes, je dirais, qui sont impliquées dans la partie cotation, commande et facturation paiement, avec un profil de nombre de cotations réalisées, nombre de commandes. Juste mentionner que les données qui sont actuellement dans ce fichier-là ont été faites avec un sous-traitant qui est sur un chiffre d'affaires, on va dire, de 10 à 15 millions d'euros, plutôt proche de 15 millions d'euros. Donc après, vous pouvez du coup plus ou moins vous positionner par rapport à ça. Concrètement, sur la partie cotation, alors il y a des temps incompressibles, hein, préparer une cote, ça dépend forcément aussi de la qualité de la cote que vous envoie le client final. Mais concrètement, il y a des gains relativement importants sur la partie cotation ligne par ligne auprès des différents fournisseurs. La revue de la cote aussi, digitaliser, sélectionner le bon prix, c'est aussi là où il y a un gain. Et au final, on se rend compte que sur une partie cote qui est à peu près 1600 heures donc par an, donc qui correspond à un temps complet équivalent, on arrive à réduire quasiment à 225 heures, donc ce qui fait un gain de 1375 heures par an et 85 000. Alors dollars, c'est en dollars ici, mais
aujourd'hui, la parité euro-dollar est quand même relativement proche. On a la même chose sur la partie commande. Alors là aussi, dans l'esprit de ne pas déborder trop, il y a surtout des gains sur la partie reconfirmation des prix, la mise à jour sur le niveau de l'ERP, l'approbation, pas forcément. Et après, la partie envoi, archivage de pas archivage de la commande, pardon, mais la partie gestion des acknowledgements, donc l'analyse des acknowledgements, la mise à jour dans l'ERP, etc., sachant qu'on peut recevoir plusieurs, surtout ces dernières années, je pense que vous avez reçu plusieurs fois des remises à jour de délai. Bah ça, quand c'est géré, là aussi, on est sur des gains où au total, on est à 1200 heures gagnées par an, soit à peu près 60 000 $. Et la partie receipt to cash, donc forcément, la partie facturation aussi est importante. C'est géré bien souvent manuellement. Avec, faut bien le rentrer dans l'ERP, il faut la valider, puis il faut gérer toute la partie paiement. Là aussi, c'est peut-être là où on a aujourd'hui peut-être le moins de gains, mais il y a quand même des choses à faire puisqu'on parle à peu près de 1000 heures économisées et 50 000 $. Donc, j'étais assez rapidement dessus pour pas trop déborder, mais effectivement, vous aurez la liberté de pouvoir plus creuser sur la manière dont est fait le fichier et les données qu'il y a dedans. Je te repasse la main, Jean-François, du coup. Merci. Ouais. Voilà, maintenant, l'idée, en fait, c'est de partager les bonnes pratiques sur une base de vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour que tout le monde, déjà moi, puisse les voir. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui a été proposé? Qu'entendez-vous par receipt to cash? C'est en lien avec la présentation de Oui, receipt to cash, donc c'est le processus de réception, de facturation et de paiement en fait. Il y a effectivement certains sous-traitants qui utilisent déjà des tables automatiques de réception et qui ont besoin de se connecter par exemple effectivement aux API pour transformer un barcode en contenu concret de qu'est-ce que c'est que cette commande, qu'est-ce qui a été envoyé, combien de pièces ont été reçues. Et d'avoir exactement le part number, etc., de manière à avoir une facilité de réception. Puis après, forcément, il y a la partie facturation, je pense qu'elle est assez évidente, mais c'est vrai que souvent, c'est reçu encore aujourd'hui par PDF mail, donc c'est intraitable par une machine. Et après, toute la partie, effectivement, aussi paiement derrière ou accounting, savoir quelles factures ont été payées, pas payées, etc. Donc, tout ça, c'est des flux qui peuvent être digitalisés aussi. J'espère que ça répond à la question. Donc on avait fait un petit. Je vais te poser une question là sur peut-être une limite API. En fait, on a parlé tout à l'heure de Webhook. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en EDI, les messages sont quand même assez bien standardisés. Il est possible le dialogue se fait dans les deux sens. Là, ce qui est en train de se monter avec les API, en fait, c'est que les fournisseurs auraient des serveurs API, des services API en tout cas, et c'est aux clients derrière d'aller questionner ça. Est-ce qu'on peut imaginer dans le futur, en fait, ce que propose la Croix, par exemple, que des EMS, des fabricants électroniques, puissent héberger des services avec de la vraie valeur ajoutée derrière et que les partenaires puissent se connecter dessus. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse côté Arrow, Avnet, DJK? Est-ce que demain, vous seriez prêt à aller questionner, en fait, requêter des clients? C'est un grand débat. Je pense qu'en général, on est plutôt dans la logique, effectivement, Laurent, Christophe, vous m'arrêtez, mais on est plutôt dans la logique, effectivement, pour lequel le distributeur produit des services et les clients les consomment, plus que dans l'autre sens. Après, c'est vrai que la notion de webhook est un petit peu, peut peut-être partiellement répondre à ça, ou à un moment donné, il est tout à fait possible, effectivement, que le distributeur
viennent envoyer des informations aux clients au travers de webhooks. Après, il y a aussi quelque chose qui est important de comprendre d'un point de vue technique, c'est que quand un client requête un distributeur, il initie une connexion vers un distributeur qui, lui, laisse toujours cette connexion ouverte. Là, on est en train de parler d'un schéma inverse, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi convaincre l'IT qu'il faut ouvrir côté client une porte potentielle pour que le distributeur ou les distributeurs puissent communiquer avec le client. Ça pose des questionnements forcément en termes de sécurité aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus aujourd'hui des commandes API de type, on requête le distributeur plutôt que l'inverse. Effectivement, Stéphane, je pense que tu as partiellement répondu à la question. Donc, nous, en termes de stratégie, pour l'instant, il n'y a rien d'envisagé. Dire, voilà, un client comme Lacroix met à disposition des données, on fait une requête API pour récupérer ces données. Mais après, comme je disais, c'est de l'open source aujourd'hui, donc on tâte un petit peu le terrain. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est dire qu'est-ce que mettrait comme information le client. Je ne vois pas trop les informations parce que c'est après peut-être des informations de consignation, etc. Mais on est dans un modèle qui sort un peu du cadre API. Après, si on fait le parallèle par rapport à ça, aujourd'hui, il y a un certain nombre de solutions portails qui existent. Je pense à AirSupply et autres. Mais aujourd'hui, en fait, ces portails-là font la connexion entre le client et le fournisseur. Et c'est le fournisseur qui va chercher l'information, changement de date changement de date de livraison, les nouvelles commandes, etc. Et justement, les API permettent d'outrepasser ce type de portail. Donc, je ne vois pas pourquoi on reviendrait, alors, ma vision aujourd'hui, hein, bien entendu, on reviendrait sur dire voilà, les clients mettent à disposition des données et le distributeur doit aller chercher des données. Mais après, à voir effectivement en fonction des besoins et des évolutions du marché dans cette transformation digitale. Ouais, pour rebondir un peu sur le sujet, c'est vrai que dans l'optique où on déploie à terme des solutions type JMI, on peut imaginer, mais on n'y est pas encore, effectivement, aller interroger les systèmes, les clients pour récupérer en temps réel des données de stock, plutôt qu'effectivement attendre de façon à synchroniser leurs informations. Généralement, c'est des flux d'informations qui nous parviennent en journalier. Aujourd'hui, c'est un timing qui est suffisant, mais voilà, pour certains cas d'usage, certaines peut-être solutions à terme, pourquoi pas envisager récupérer ces informations via des flux API, gagner en réactivité. Mais on n'est pas des fois là, on n'est pas sur des problématiques type automobile où on a besoin effectivement de livrer sur des quais à une heure précise. Voilà, donc on n'a pas encore ces besoins-là au niveau du bien heureusement au niveau du secteur. Est-ce que ça se standardise ça côté automobile ou dans des filières plus verticales? Non, l'automobile est assez conservateur en termes pour l'instant de flux de communication. Donc on reste sur des standards EDI. C'est relativement stabilisé. Ça nécessiterait des gros efforts pour eux de changer ce type de solution. Donc là, côté automobile, non, c'est relativement stable et bien heureusement. Voilà. Après, effectivement, pour compléter ce que disait Laurent, sur la partie automobile, c'est très stabilisé. Ils vont, je pense, encore perdurer en EDI. Par contre, si on regarde le 1000 aéro, je parlais des solutions type AirSupply avec des portails, il y a des solutions API qui commencent à arriver, mais pour l'instant, c'est entre le portail et le client. Mais il y a des solutions API qui sont en train d'arriver entre la partie API portail et fournisseur. Donc, le marché est en train d'évoluer. Au Deltaprex, il y a un portail complémentaire qui, pour moi, dans un futur proche, n'a plus aucun intérêt. Et si je peux intervenir, le cas là, de Lacroix est vraiment très intéressant parce qu'en dehors de créer des API pour ouvrir les données des fabricants à d'autres personnes, c'est vraiment si on interroge les données d'un distributeur et qu'on ne les met pas à jour en temps réel dans les outils utilisés par les personnes qui travaillent dessus derrière, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut garder la même réactivité. Donc, le bon mode d'intégration, par exemple, dans un ERP ou dans un outil d'achat quelconque, c'est aussi d'utiliser une API en interne, de façon à être capable de mettre à disposition la donnée de manière synchrone et puis aussi de la diffuser sur les différents outils, parce que souvent, il n'y a pas qu'un seul ERP
chez le fabricant. Donc l'API peut servir aussi en interne. Ben, c'est une bonne pratique pour moi. C'est-à-dire que si on doit commencer à déployer un projet API, il faut aussi se réfléchir à ce qu'on pourrait utiliser comme API en interne pour diffuser nos données ou pour mettre à jour nos données. C'est le début du projet. Très bien. Merci. J'avais une question pour revenir sur l'exemple de la task force avec la Croix-Avnet. Est-ce que tu peux confirmer, Laurent, qu'on parle uniquement de commande ferme et non de forecast dans ce que vous avez mis en place en API? Complètement. Là, on est sur les flux de commandes. Bon, le forecast pourrait s'envisager, hein, mais effectivement, dans la phase 1, on est vraiment parti sur le cycle de commande classique. Le forecast continue à être généré via d'autres formats de communication. Très bien. Merci. Bon, j'ai pas de... Ouais, si je peux juste, je voulais refaire un complément, parce que c'est vrai que j'étais assez rapide sur la partie de la feuille Excel pour l'évaluation du saving. C'est vrai que juste pour être sûr que le message passe bien aussi, quand on dit qu'on va effectivement optimiser les tâches, optimiser au travers de solutions digitales certains flux qui sont aujourd'hui traités manuellement, et qu'on dit du coup qu'on va passer moins de temps sur cette tâche-là, ça ne veut pas forcément dire que derrière, on va avoir des personnes qui vont peut-être, entre guillemets, devoir quitter l'entreprise parce qu'on n'a plus besoin de ces tâches-là. Ce n'est absolument pas le cas. Depuis le temps que je vois des solutions digitales, je n'ai jamais vu cette conséquence-là d'une implantation d'une API ou autre. Bien au contraire, ça permet, côté client, de pouvoir élever un peu certaines tâches et de se focaliser sur des choses qui sont plus stratégiques que simplement effectivement faire des copier-coller, aller sur des sites, etc., qui sont digitalisables. Donc juste pour dire que c'est vraiment une partie qui permet d'aller vers des tâches et de faire des codes qui sont plus aboutis et que c'est pas pour diminuer effectivement du temps de personnel. Je partage, merci d'avoir rappelé ça. C'est assez générique côté digitalisation et industrie 4.0. Hein. Le but, c'est de recentrer l'humain au cœur de tout ça Oui. en premier lieu et de lui faire vraiment laisser sa valeur